Au dîner d'anniversaire de ma femme. L'écran affichait « Échec impuissant. Abandon du lycée, faible revenu, désormais célibataire ». Des rires ont éclaté. Ma femme a souri. Ne riez pas trop. Il pourrait pleurer. La mère de ma femme sirotait son vin. Son père a ricané. Juste une blague, non? J'ai sorti mon téléphone. Commencez. Le silence est devenu total. Vous connaissez ce sentiment d'être assis dans une pièce pleine de monde, mais autant être invisible? C'est ma vie depuis 5 ans. Je m'appelle Marcus Grant, et si vous me voyez marcher dans la rue à Brooklyn, vous oublieriez probablement mon visage avant même que je ne tourne le coin. Taille moyenne, corpulence moyenne, tout est moyen. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Je travaille comme administrateur général dans un cabinet comptable de taille moyenne du centre-ville de Brooklyn. Rien de glamour là-dedans. Je pousse les papiers, planifie les réunions, m'assure que la machine à café est bien approvisionnée et veille au bon fonctionnement du bureau. La plupart du temps, je suis le type que les gens croisent sans un regard. L'homme invisible en pantalon kaki et chemise boutonnée qui arrive à 9 h, déjeune à son bureau et rentre à 18 h. Mes collègues sont plutôt sympas. Ils disent « matin » en prenant leur café, et me demandent peut-être comment s'est passé mon week-end si on est coincé dans l'ascenseur ensemble. Mais je ne suis pas le type qu'ils invitent à boire un verre après le travail. Je ne suis pas celui avec qui ils bavardent près de la machine à café. Je suis juste Marcus. Un Marcus fiable et calme qui ne fait jamais de scandale et qui termine toujours son travail à temps. C'est exactement comme ça que ma femme Célia me voit aussi. En fait, oubliez ça. Elle ne me voit pas vraiment du tout. Pour elle, je suis comme ce meuble qu'on a toujours envie de remplacer, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de changer. Fonctionnel, mais pas de quoi se vanter auprès de ses amis. Je suis celui qui va chercher son pressing, qui pense à payer les factures et qui ne se plaint jamais quand elle change nos plans de dîner à la dernière minute parce qu'il y a mieux. On s'est rencontrés il y a 6 ans dans un café de Park Slope. Elle se disputait avec le serveur à propos de son latte, d'un problème de téléphone, et je suis intervenu pour arranger les choses, j'ai payé sa boisson et j'ai fait une petite blague qui l'a fait sourire. Elle était magnifique, vraiment pas à ma portée, et je n'en croyais pas mes yeux quand elle m'a donné son numéro. Avec le recul, je me demande si elle n'était pas simplement impressionnée que quelqu'un soit prêt à réparer ses erreurs sans rien attendre en retour. La première année a été bonne, vraiment bonne. Elle m'a fait sentir que j'avais de l'importance, que je valais quelque chose. Mais quelque part en cours de route, ça a changé. Peut-être que c'est arrivé progressivement. Ou peut-être que j'étais trop aveugle pour voir venir. Elle a commencé à faire ses petites remarques. Rien de trop dur, juste assez pour piquer. Oh, Marcus est d'accord avec ce qu'on décide. Ne t'inquiète pas pour Marcus. Il n'est pas vraiment fan de ce genre de choses. Marcus est plus un choix pragmatique. Ses parents ont été très clairs dès le premier jour, je n'étais pas ce qu'ils avaient en tête pour leur précieuse fille. Warren Montgomery, oui, c'est son nom de jeune fille. Montgomery est un banquier d'affaires hors pair qui gagne probablement plus en un mois que moi en 3 ans. Il conduit une BMW, porte des costumes plus chers que mon loyer et a cette façon de me regarder comme si j'étais un objet collé sous sa chaussure. Lorraine, la mère de Célia, est encore pire. Elle a ce faux sourire mielleux devenu un art, le genre qui dit « Dieu te bénisse », mais qui signifie en réalité « pauvre petite bête pathétique ». Elle me pose des questions sur mon petit boulot et acquiesce comme si elle était intéressée, mais je le vois dans ses yeux. Je suis temporaire, un remplaçant en attendant que Célia reprenne ses esprits et trouve quelqu'un de plus approprié. Le pire, c'est qu'il ne se cache même plus. Pendant les dîners de famille, il parle de l'avenir de Célia, comme si je n'étais même pas assis là. Quand on se pose enfin avec la bonne personne, une fois qu'on est prêt pour une vraie relation, on a tout un fantasme, je disparais un jour et Célia se retrouve comme par magie avec un avocat ou un médecin qui a fait les bonnes écoles et qui appartient au bon country club. Et Célia, elle, reste assise là et laisse faire. Elle ne me défend jamais. Elle ne leur dit jamais de reculer. Parfois, je la surprends à hocher la tête comme si elle planifiait déjà mentalement sa stratégie de sortie. Comme si j'étais juste un chapitre gênant qu'elle doit traverser avant de commencer sa vraie vie. J'ai essayé de lui en parler, de lui expliquer ce que ça fait d'être traité comme si je ne comptais pas, comme si je tuais le temps en attendant quelqu'un de mieux. Mais elle balaie toujours ça du revers de la main. Il ne pense pas à grand-chose. Marcus, tu es trop susceptible.
C'est comme ça dans ma famille. Alors j'ai appris à me taire. À sourire et à hocher la tête pendant les réunions de famille. À rire avec ses amis quand ils plaisantent sur notre couple improbable. Faire comme si ça ne me dérangeait pas quand elle me présente comme mon mari Marcus, comme si j'étais une petite attention achetée au supermarché. Mais voilà le problème avec l'invisibilité, les gens oublient qu'on les écoute. Ils oublient qu'on leur prête attention. Ils se sentent à l'aise de dire des choses qu'ils ne devraient probablement pas, de faire des choses qu'ils pensent que personne ne remarquera. Et après 5 ans à être traité comme une ordure, j'en ai vu et entendu beaucoup. Vous voulez savoir ce qui me dérange vraiment? Ce n'est même plus le manque de respect. Je m'y suis habitué. C'est l'idée que je suis trop faible, moi aussi, ou trop pathétique pour y remédier. Genre, je vais rester assise là pour toujours à accepter les miettes d'affection qu'ils me jettent, reconnaissante du privilège d'être tolérée. Ils pensent me connaître. Ils pensent m'avoir tout compris. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent sur le discret et banal Marcus Grant. Et très bientôt, ils vont découvrir à quel point ils se sont trompés. Les 30 ans de Célia approchent, et ses parents lui organisent une grande fête. Tous les gens importants seront là. Ses collègues, ses amis, son entourage familial, tous ceux qui comptent, tout le monde sauf moi. Apparemment, on attend juste de moi que je sois là, que j'affiche un beau sourire et que j'essaie de n'embarrasser personne. Mais j'ai d'autres projets pour ce soir-là. Des projets qu'ils n'auraient jamais vu venir. Parce que parfois, ce sont les plus discrets qui devraient nous inquiéter. 3 semaines avant les 30 ans de Célia, Warren m'a coincé dans notre cuisine. Pendant une de leurs réunions familiales. Je préparais du café, car apparemment, c'est ce que je fais maintenant. Servir les boissons pendant qu'ils réfléchissent à comment dépenser l'argent, je ne le verrai jamais. Lorsqu'il a annoncé la nouvelle, on pense à la Sky Terrace du Mandarin Oriental, a-t-il dit sans même lever les yeux de son téléphone. Lorraine a déjà parlé à l'organisateur de l'événement. Ce sera parfait pour ce que nous avons en tête. La Sky Terrace. J'irai voir cet endroit une fois, juste par curiosité. 3 000 $ rien que pour réserver la salle. Et c'est sans même penser à la nourriture, aux boissons ou à la décoration. Pendant ce temps, je découpe des coupons et j'achète des céréales génériques. Mais bon, rien n'est trop beau pour l'anniversaire marquant de la princesse Célia. Ça a l'air cher, dis-je en essayant de garder un ton neutre. Warren m'a finalement regardé et j'ai presque pu voir les dollars calculés dans ses yeux. Ne t'inquiète pas, fiston. Il a dit, et mon Dieu, je déteste qu'il m'appelle comme ça. C'est un investissement dans l'avenir de Célia. Elle mérite d'être entourée des bonnes personnes pour son grand jour. Les bonnes personnes. Traduction, pas moi. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je les ai regardés planifier tout ça comme s'ils organisaient une campagne politique. Lorraine avait des feuilles de calcul, de vraies feuilles de calcul avec des listes d'invités classées par importance. Il y avait les célébrités, les membres du conseil municipal, les entrepreneurs à succès, les vieux amis de la famille avec des relations. Puis la liste B, les amis de fac de Célia qui avaient réussi, les collègues de son agence de marketing, les parents éloignés avec de l'argent. Je n'étais même pas sur la liste C. J'étais juste le mari de Marcus avec un point d'interrogation à côté, comme s'il n'était pas sûr que je viendrais à l'anniversaire de ma femme. La liste des invités ne cessait de s'allonger. 200 personnes, puis 250, puis 300. J'ai reconnu peut-être une trentaine de noms, dont la moitié étaient des gens qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre le mien. Mais Célia était dans son élément, appelant tout le monde personnellement, postant des photos teaser sur Instagram, faisant comme si ce serait l'événement mondain du siècle. Vous savez ce qui serait parfait? Lorraine a dit lors d'une de leurs réunions de planification que Marcus porte du bleu marine au lieu de noir. On ne veut pas qu'on le confonde avec le personnel de musculation. J'étais assis là, dans mon salon, et elle parle de moi comme si je n'étais même pas là. Célia a hoché la tête, tout en parcourant son téléphone pour trouver le costume bleu marine parfait pour son mari afin qu'il ne gêne pas sa famille. Bleu marine, dis-je en forçant un sourire. Je ne voudrais pas créer de confusion. La séance shopping pour les costumes a été un véritable enfer. Célia m'a entraîné dans 3 boutiques différentes à Manhattan, toutes plus chères les unes que les autres. Elle refusait sans cesse des costumes parfaits, car ils n'étaient pas tout à fait à ma taille ou ne transmettaient pas le message souhaité. Finalement, au 4e, elle a trouvé quelque chose qui lui convenait. C'est parfait, a-t-elle dit en brandissant une veste bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture.
Très approprié. Approprié. Voilà le mot qui revient. Ni beau, ni stylé, ni impressionnant. Approprié. Comme un meuble. Il faut qu'elle s'accorde avec les rideaux. Pendant qu'elle organisait la fête du siècle, j'avais mes propres préparatifs à faire. Voyez-vous, Célia m'avait déjà dit exactement quel cadeau elle voulait. Le sac à main dont elle parlait subtilement depuis des mois. Subtil comme un train de marchandises, mais peu importe. Elle m'avait envoyé des liens, des photos, et même le numéro de modèle exact. Le sac Birkin d'une couleur turquoise, peu importe ce que ça veut dire. 42 000 $ pour un sac à main. J'ai dépensé 3 salaires pour ce sac. J'ai dû puiser dans mon fonds d'urgence, l'argent que j'avais secrètement économisé. Enfin, pour les urgences. La vendeuse du magasin Hermès m'a regardé comme si j'essayais de payer avec l'argent du Monopoly quand j'ai tendu ma carte de crédit, mais elle a été acceptée et je suis reparti avec une petite boîte orange qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Elle va l'adorer, a dit la vendeuse avec ce sourire d'usage réservé aux clients qui viennent de prendre des décisions financières douteuses. Ouais, elle l'aurait probablement adoré pendant 5 minutes, le temps de passer à autre chose. Mais j'avais mes raisons pour l'acheter. Des raisons qui allaient bien au-delà du simple fait de faire plaisir à ma femme pour son anniversaire. La semaine précédant la fête, les invitations ont été envoyées. Du papier cartonné fantaisie avec des lettres dorées, tout le tralala. Warren et Lorraine Montgomery vous demandent de leur faire plaisir. Mon nom n'était nulle part sur ces invitations. Pas même une mention qu'il s'agissait d'une fête commune des deux familles. Juste les Montgomery organisant une fête pour leur fille, avec son mari comme invité anonyme. Mais je ne suis pas venu à cette fête les mains vides. Et je ne parle pas seulement du sac à main hors de prix qui traînait dans mon placard. J'avais fait mes propres préparatifs, préparé mes propres petites surprises pour le grand soir. Parce que s'ils voulaient que cet anniversaire soit mémorable, eh bien, j'allais m'assurer qu'ils obtiennent exactement ce qu'ils demandaient. La veille de la fête, j'ai essayé une dernière fois. Célia, ai-je dit, es-tu sûre de tout ça? Enfin, si. On a vraiment besoin d'une telle production? Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer d'annuler Noël. Marcus, c'est important pour moi, pour ma famille. Il faut que tu comprennes ça. Je comprends, ai-je dit. Et je l'ai compris. J'ai parfaitement compris. Demain soir, 300 personnes de la bonne trempe se réuniraient sur ce toit-terrasse pour fêter l'anniversaire de ma femme. Ils mangeraient des plats chers, boiraient des alcools de luxe et trinqueraient à l'avenir radieux de Célia avec quelqu'un d'autre que moi. Mais ils n'avaient aucune idée du spectacle qui les attendait. Le soir de la fête, je me suis retrouvé devant le miroir de notre chambre à ajuster cette fichue cravate bleu marine pour la 10e fois. Le costume m'allait parfaitement. Célia s'en était assurée, mais j'avais l'impression de porter un costume, ce qui était sans doute le but. Ce soir, je jouais le rôle du mari acceptable, habillé convenablement pour que personne ne me prenne pour l'employé. « Tu es prêt ?» a appelé Célia depuis la salle de bain où elle se préparait depuis 2 heures. Quand elle est finalement sortie, j'ai dû admettre qu'elle avait l'air superbe. Sa robe dorée reflétait parfaitement la lumière. Ses cheveux étaient tirés arrière dans un chignon sophistiqué qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, et son maquillage était impeccable. On aurait dit qu'elle était digne d'une couverture de magazine. « Tu es magnifique, ai-je dit, et je le pensais. » Quoi qu'il en soit, elle était toujours aussi magnifique. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil. « Merci. Tu es superbe. » Parfait. Ni belle, ni élégante, ni même convenable. Parfait. Comme si j'avais réussi à ne pas la gêner, ce qui était apparemment le plus beau compliment que je pouvais espérer. Le trajet jusqu'à Manhattan fut silencieux. Célia passa son temps à consulter son téléphone, répondant aux messages des personnes déjà présentes à la fête. Je fixais les lumières de la ville par la fenêtre, cette boule au ventre familière se serrant à chaque kilomètre. La terrasse panoramique était tout ce que Warren avait promis, et même plus. Des baies vitrées entouraient l'espace, offrant une vue panoramique sur les gratte-ciel de Manhattan. La décoration était on ne peut plus luxueuse. Des orchidées blanches partout, des lustres en cristal, des tables dressées avec de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher par assiette que ce que je préparais en une journée. Et les gens, Jésus, les gens. J'ai reconnu des visages dans les pages mondaines, des politiciens locaux, des chefs d'entreprise. Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire.
C'était un événement de réseautage déguisé en célébration. La voix de Marcus Warren a résonné dans la salle lorsque nous sommes entrés. Il avait déjà bu 3 verres, le visage rouge d'alcool et de joie de se mettre en valeur. Voilà mon gendre. Venez rencontrer des gens. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai souri et hoché la tête malgré des présentations que j'oublierai d'ici le matin. J'ai bavardé sur la météo et la vue. J'ai ri à des blagues pas drôles. Et pendant tout ce temps, je sentais l'escalier étrange, j'entendais les conversations chuchotées derrière moi. C'est le mari de Célia. Qu'est-ce qu'il fait déjà? De la paperasse, je crois. Adorable. Elle pourrait faire tellement mieux. À 21h, le champagne coulait à flot et la foule était bien échauffée. C'est alors que Warren a trinqué et a appelé l'attention. Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix qui portait aisément sur la terrasse. Merci à tous d'être présents ce soir pour fêter les 30 ans de notre magnifique fille. Célia, ma chérie, monte. Célia rayonnait de joie en se dirigeant vers l'avant de la salle. La foule applaudit et quelqu'un siffla d'appréciation. Elle était dans son élément, entourée de toutes les bonnes personnes, célébrée exactement comme elle l'avait toujours rêvé. Merci infiniment à tous d'être là, dit-elle dans le micro que Warren lui tendit. C'est vraiment plus que ce que j'aurais pu espérer. Vous ayant tous ici, toutes les personnes qui comptent le plus pour moi, j'ai remarqué qu'elles ne regardaient pas dans ma direction en disant cela. Mais avant de devenir trop sentimentale, elle poursuivit en riant. J'ai pensé qu'on pourrait s'amuser un peu. J'ai préparé un diaporama de quelques souvenirs au fil des ans. Maman, peux-tu allumer les lumières? La salle s'est tamisée et un écran de projection est descendu du plafond. Je me suis retrouvé relégué au fond de la foule tandis que tout le monde se rapprochait pour regarder, ce qui ne me posait pas de problème. J'avais vu assez de photos d'enfance de Célia pour toute une vie. Le diaporama a commencé de manière assez innocente. Des photos de bébés qui ont attiré l'attention du public. Des photos d'école primaire où elle était adorable avec ses couettes et ses dents manquantes. Une maladresse du collège à laquelle tout le monde pouvait s'identifier. Des photos glamour du lycée où l'on devinait déjà la femme qu'elle était devenue. Puis vint l'université, les fêtes de sororité, les voyages de vacances de printemps, le jour de la remise des diplômes avec Warren et Lorraine rayonnant de fierté. Des études à l'étranger en Italie où elle était bronzée et insouciante, posant devant des ruines antiques et des cafés pittoresques. Son premier emploi dans une agence de marketing, un portrait professionnel qui criait réussite et ambition. La foule l'adorait, évoquant souvenirs et blagues privées. Célia rayonnait, savourant chaque instant d'attention. C'était sa soirée. Sa célébration, son occasion de montrer à tous qui elle était et ce qu'elle avait accompli. Et maintenant, dit-elle d'une voix enjouée qui me glaça le sang. Parlons de ma situation actuelle. C'est à ce moment-là que ma photo est apparue à l'écran. Une horrible photo spontanée qu'elle avait dû prendre quand je ne regardais pas, où j'avais l'air fatigué et abattu, et en dessous, en lettres majuscules géantes que tout le monde pouvait lire clairement. Échec impuissant. Décrocheur scolaire, sans revenu, désormais célibataire. Les rires ont immédiatement éclaté. Pas des rires polis ni nerveux, mais de vrais rires sincères. Les gens pointaient l'écran du doigt, me pointant du doigt, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. J'ai entendu quelqu'un au fond crier « Oh mon Dieu !» et j'ai éclaté de rire. Je suis resté figé sur place, à regarder 300 personnes rire des mensonges les plus intimes et les plus dévastateurs sur ma vie, projetés sur un écran géant à la vue de tous. Mon cœur battait si fort que je l'entendais par-dessus les rires. Mais ce n'était pas de la honte que je ressentais. C'était de la clarté. C'était ça. C'était le moment que j'attendais sans même le savoir. 5 années de petites humiliations avaient mené à cet instant précis, cristallisant parfaitement la situation, où tout était devenu clair. Célio était toujours au micro, souriant à son public comme un humoriste de stand-up qui vient de livrer la chute parfaite. Ne riez pas trop, dit-elle. Il pourrait pleurer. Rions encore. Quelqu'un près de moi essuyait des larmes. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient fermes en ouvrant l'application. Je me préparais précisément à ce moment. Commencez, ai-je dit doucement. Trop bas pour que personne ne l'entende par-dessus les rires incessants. Mais ils allaient m'entendre encore beaucoup plus. Les rires ne s'arrêtaient pas. Au contraire, ils devenaient plus forts, plus violents. J'ai vu les visages à qui j'avais serré la main une heure plus tôt se crisper d'amusement à mes dépens.
Ces gens, avocats, politiciens, chefs d'entreprise, les soi-disant piliers de la société, se comportaient comme des adolescents qui viennent de voir quelqu'un glisser et tomber dans le couloir. Margaret Chin, une conseillère municipale que j'avais rencontrée à l'apéritif, se tapait littéralement le genou en pointant l'écran du doigt. « Oh, mon cœur !» lança-t-elle à son mari. « Regarde-moi ce pauvre petit. » Son mari, un magnate de l'immobilier, dont j'oubliais le nom, essuyait ses larmes. « Bon Dieu, Célia !» s'esclaffait David Morrison, un copain de golf de Warren. « Où as-tu trouvé ce type ?»« Dans un refuge pour sans-abri. » Ce qui déclencha une nouvelle salve de hurlements dans la foule. Même des gens que je n'avais jamais vus de ma vie se joignaient à la fête, se nourrissant de l'énergie comme des requins flairant le sang dans l'eau. Les téléphones connectés aux réseaux sociaux commençaient à faire leur apparition. Je voyais les flashs des appareils photo, les gens filmaient l'écran, me regardant en train de tout prendre. Célia s'en délectait. Elle se tenait devant le micro comme si elle présentait H. Je sais, dit-elle en me désignant avec une sympathie théâtrale. Au début, j'avais de la peine pour lui aussi, mais ensuite j'ai compris qu'il fallait bien que quelqu'un s'occupe des chiens errants, non ? D'autres rirent. Quelqu'un au premier rang, je crois que c'était une de ses sœurs de sororité, s'est écrié « Ma fille, tu es une sainte ». Le plus beau, continua Célia, qui commençait à s'échauffer, c'est qu'il prend vraiment ça pour un vrai mariage. Genre, il enfile ce petit costume tous les matins, va à son petit boulot et rentre à la maison en se croyant un vrai mari. J'ai regardé autour de moi, admirant chaque visage, la joie cruelle dans leurs expressions, la façon dont ils me regardaient comme si j'étais une sorte d'animal exotique dans un zoo. C'étaient des gens instruits, cultivés, le genre de gens qui donnaient à des œuvres caritatives, allaient à l'opéra et se targuaient de leur sophistication, mais mettez-les ensemble, donnez-leur une cible, et ils se transformaient en quelque chose de complètement différent. Warren se tenait près du bar, un scotch à la main, ricanant avec ses copains. Pauvre bâtard, l'entendis-je dire à l'homme assis à côté de lui. Il ne se rend probablement même pas compte qu'il est l'aide-soignant. Lorraine n'avait pas bougé de table, mais elle arborait son sourire glacial, sirotant son vin comme si elle regardait son film préféré. De temps à autre, elle se penchait pour murmurer quelque chose à la femme à côté d'elle, et elles me regardaient toutes les deux en riant. « Marcus, mon chéri », lança Célia au micro, comme si elle s'adressait à un enfant entré par erreur. « Viens ici. Ne sois pas timide. » La foule se tourna vers moi, impatiente, des centaines d'yeux attendant de voir ce que ce mari pathétique allait faire ensuite. Allais-je pleurer ? Allais-je courir ? Allais-je rester planté là à subir la situation comme la faible qu'ils me prenaient tous ? Quelques personnes commencèrent à applaudir, mais ce n'étaient pas des applaudissements encourageants. C'était le genre d'applaudissement lent et sarcastique qu'on adresse à quelqu'un qui vient d'échouer lamentablement dans un exercice simple. L'éloquence. L'éloquence. Quelqu'un a crié et d'autres ont repris le chant. Je sentais le poids de chaque regard dans la salle. Tous ces gens puissants et prospères qui étaient venus ce soir s'attendre à du divertissement. Et ils l'obtenaient. Le mari perdant humilié publiquement par sa belle épouse. Trop pathétique pour riposter. Trop brisé pour faire autre chose que rester planté là et encaisser. Mon téléphone était chaud dans ma main. 3 tapotements sur l'écran, c'était tout ce qu'il fallait. 3 tapotements pour tout changer. Mais d'abord, je voulais vraiment les regarder. Je voulais mémoriser ce moment, ces visages, cette sensation, car une fois que j'aurais appuyé sur ce bouton, plus personne ne serait jamais le même. Il y avait Jennifer Walsh, la blogueuse lifestyle qui avait passé 20 minutes à me parler de sa marque authentique et de l'importance de vivre sa vérité. Elle enregistrait tout sur son téléphone, probablement déjà en train de rédiger la légende de sa story Instagram. Il y avait Robert Kane, le conseiller en investissement qui m'avait donné sa carte plus tôt et m'avait dit de l'appeler si jamais je voulais prendre mon avenir au sérieux. Il était plié en deux de rire. Sa généreuse prime de salaire vous demandait un peu. Il y avait le docteur Patricia Vance, la thérapeute qui avait écrit 3 livres sur le bien-être émotionnel et les relations saines. Elle applaudissait avec tout le monde, comme si détruire publiquement la dignité de quelqu'un n'était qu'un divertissement. C'étaient les gens de Célia, sa tribu, sa famille d'adoption. Et cette cruauté déguisée en humour, cette mentalité de meute, ce manque total de décence humaine élémentaire. C'était elle, quand elle pensait que personne ne la regardait, sauf quelqu'un qui la regardait. Beaucoup de gens, en fait. Je me suis retourné vers Célia, toujours sous les projecteurs,
jouant toujours devant son public comme la star de son propre spectacle. Elle a attiré mon regard et m'a fait un clin d'œil. Un clin d'œil, en fait, comme si nous partagions une blague privée, au lieu de détruire systématiquement ce qui restait de ma réputation devant 300 inconnus. C'est là que j'ai compris quelque chose qui aurait dû être évident des années auparavant. Je n'avais pas simplement épousé la mauvaise personne. J'avais épousé quelqu'un qui aimait vraiment faire souffrir. Quelqu'un qui prenait plaisir à avoir du pouvoir sur les autres. Quelqu'un qui considérait la gentillesse comme une faiblesse et la cruauté comme un divertissement. Et c'est là que j'ai souri. Pas le faux sourire poli que j'arborais depuis 5 ans, mais un vrai. Parce que ces gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de faire. Ils pensaient assister à l'abattoir d'un agneau. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'application et prononcé le mot qui allait tout changer, commencer. La première chose qui s'est produite a été que l'écran est devenu noir l'espace d'une seconde, comme si quelqu'un avait débranché quelque chose. Les rires se sont un peu calmés tandis que les gens regardaient autour d'eux, se demandant s'il y avait un problème technique. Célia a tapoté le micro à plusieurs reprises, cette expression agacée que je connaissais si bien. Celle qu'elle avait quand les choses ne se déroulaient pas exactement comme prévu. Quelqu'un travaille sur ça, a-t-elle crié, se protégeant les yeux des projecteurs et regardant vers le fond de la salle où le technicien audiovisuel était censé être posté. Puis l'écran s'est rallumé. Mais au lieu du diaporama humiliant de Célia, de nouveaux mots défilaient en gras et blanc. Une diffusion en direct, la vérité derrière le sourire. Et en dessous, un chiffre qui me fit battre le cœur de satisfaction. 142 312 spectateurs, et ce n'était pas fini. Les exclamations de surprise commencèrent à se propager dans la foule. Les gens sortaient leur téléphone, frénétiquement, cherchant à comprendre ce qui se passait. J'entendais des murmures confus, quelqu'un qui disait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» et une autre voix qui demandait « C'est une blague ?» Mais ce n'en était pas une. 5 ans de préparation se concrétisaient enfin. La section commentaires apparut en bas de l'écran. Les messages de mon audience YouTube défilaient à une vitesse fulgurante. Mais j'en ai capté quelques-uns. Bon sang, c'est vraiment ça? Liv Marcus, on est avec toi, mon frère. Ces gens sont sur le point d'être anéantis. 1 million de spectateurs dès la première minute. C'est dingue. Le visage de Célia était passé de la confusion à la panique. Elle plissait les yeux vers l'écran, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. La foule s'agitait. Cette mentalité de groupe évoluait de l'amusement cruel à l'incertitude nerveuse. C'est alors que mon visage apparut sur l'écran géant derrière elle. Non pas la photo fatiguée et abattue qu'elle avait utilisée pour m'humilier, mais un portrait professionnel de mon vrai travail. Rasé de près, sûr de lui, vêtu d'un costume qui lui allait parfaitement. Et au-dessus de ma photo, un titre que personne dans cette salle ne connaissait, Marcus Grant, véritable guérisseur, coach agréé en rétablissement des traumatismes, fondateur de la fondation Silent No More. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler dans cet immense espace. 300 personnes fixaient l'écran comme si elles n'arrivaient pas à comprendre ce qu'elles voyaient. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Célia dans le micro, sa voix à peine audible. Elle se retourna pour regarder l'écran, puis se tourna vers moi, puis de nouveau vers l'écran. « Marcus, quoi ? » « Laisse-moi t'expliquer, dis-je, et ma voix porta parfaitement à travers la salle, sans aucun micro. 5 ans d'expérience en prise de parole en public suffiront. Voyez-vous, tout le monde ici ce soir pense savoir qui est Marcus Grant. Le mari discret, le lâche, le type qui encaisse tout ce qu'on lui sert et dit « merci ». J'ai commencé à marcher vers l'avant de la salle, et la foule s'est écartée devant moi comme si j'étais porteuse d'une maladie contagieuse. Les gens reculaient, leurs boissons oubliées, tous les regards rivés sur moi comme si une deuxième tête m'était soudainement apparue. Mais voilà ce que vous ignorez, ai-je continué d'une voix calme et posée. Marcus Grant n'est pas un simple employé de bureau qui a eu la chance d'épouser une personne au-dessus de sa condition. Marcus Grant est le visage de Real Talking, une chaîne YouTube qui compte 2,3 millions d'abonnés. Ceux qui suivent mon contenu depuis 3 ans me connaissent comme celui qui aide les hommes et les femmes à reconnaître les violences psychologiques et à sortir de relations toxiques. Les commentaires à l'écran étaient en délire. Oui, Marcus, dis-leur. On attendait ce moment avec impatience. Ton histoire m'a aidé à abandonner mes abus. C'est la plus belle des vengeances. Célia était bouche bée. On aurait dit qu'on venait de lui annoncer l'annulation de Gravity.
C'est ça. C'est impossible, balbutia-t-elle. Tu travailles dans un cabinet comptable. Tu gagnes 35 000 $ par an. Tu n'es personne. J'ai fini pour elle. Oui, c'est bien ce que tu pensais. C'est ce que je voulais que tu penses. Tu vois, quand on documente des abus à des fins juridiques, il est préférable que l'agresseur se sente totalement en sécurité. S'il pense que sa victime ne pourra jamais lui rendre l'appareil, Warren se frayait un chemin à travers la foule, le visage rouge, pas seulement à cause de l'alcool. C'est ridicule, cria-t-il. Sécurité, sortez cet homme d'ici. Mais les 3 agents de sécurité restaient parfaitement immobiles, l'air plus intéressés par ce qui se passait que par l'arrêt des choses. C'est parce que j'avais eu une conversation avec leur superviseur plus tôt cette semaine. Incroyable ce qu'un bon conseil et une simple demande peuvent accomplir. L'avantage de gérer une chaîne consacrée aux abus émotionnels, dis-je en m'adressant à la foule comme si je donnais une conférence TED, c'est qu'on développe un très bon œil pour reconnaître les schémas, le gaslighting, le public. L'humiliation, la destruction systématique de l'estime de soi. Les commentaires affluaient à l'écran. C'est thérapeutique à regarder. Célia est sur le point d'être démasquée. Marcus joue aux échecs en 4D depuis le début. J'ai regardé Célia droit dans les yeux, toujours figée devant le micro. Tu croyais avoir épousé un perdant, ai-je dit. Quelqu'un de si pathétique et brisé que tu pouvais le traiter comme tu le voulais sans aucune conséquence. Mais en réalité, tu as épousé quelqu'un qui a passé 5 ans à documenter minutieusement chaque cruauté que toi et ta famille avez dite et faite. La foule était maintenant plongée dans un silence de mort. Même les membres du personnel de musculation avaient arrêté de bouger, immobiles devant leur plateau, observant la scène. Alors, laissez-moi me présenter comme il se doit, ai-je dit en écartant les bras pour m'adresser à toute la salle. Je m'appelle Marcus Grant. Je suis titulaire d'un master en psychologie de l'Université Columbia. Je suis spécialiste agréé en rétablissement post-traumatique. J'ai écrit 2 best-sellers sur la reconnaissance et la sortie des violences psychologiques. Ma fondation à but non lucratif a aidé plus de 10 000 personnes à quitter des relations toxiques, et mes revenus annuels proviennent de conférences, de ventes de livres et de coaching en ligne. J'ai marqué une pause, laissant la tension monter jusqu'à près d'un demi-million de $. L'écran derrière moi s'est illuminé d'émojis de célébration et de symboles de feu tandis que mon public réalisait ce qui se passait. Et à cet instant, en voyant 300 visages choqués qui me fixaient, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 5 ans, du pouvoir. Le pouvoir que j'ai ressenti à ce moment-là était, enivrant. Mais je n'avais pas fini. Même pas proche. Vous voyez, quand vous passez 5 ans à être traité comme si vous étiez invisible, vous captez beaucoup de conversations que les gens pensent que vous ne pouvez pas entendre. Et lorsque vous êtes un spécialiste du rétablissement après un traumatisme et que vous comprenez l'importance de la documentation, vous vous assurez que ces conversations sont préservées. Maintenant, dis-je en sortant à nouveau mon téléphone. Je sais ce que pensent certains d'entre vous. Peut-être que ce ne sont que des paroles. Peut-être que j'invente ça pour sauver la face après avoir été humilié. Alors laissez-moi partager quelques preuves avec vous. J'ai tapé sur mon écran et l'interface du lecteur audio est apparue sur le grand écran derrière moi. L'horodatage indiquait une date d'il y a 8 mois. Les données de localisation montraient notre appartement à Brooklyn. Ce premier enregistrement, j'ai annoncé dans la salle, a été capturé lors d'un des appels téléphoniques réguliers de Célia avec sa mère. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner comme d'habitude et ils étaient dans le salon en train d'avoir ce qu'ils pensaient être une conversation privée. J'ai appuyé sur play. La voix de Célia remplissait la terrasse d'une clarté cristalline grâce au système audio haut de gamme pour lequel Warren avait payé un supplément. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer ainsi. Maman, il est tellement pathétique. Comme s'il pensait réellement que c'était un vrai mariage. Le rire de Lorraine était indubitable. Ce son froid et cassant que j'avais entendu 1000 fois. Oh, chérie, tu fais ce qu'il faut. Considérez cela comme un service communautaire. Quelqu'un doit s'occuper des animaux errants. Mais sérieusement, a poursuivi Célia, il n'est qu'un tremplin jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui compte vraiment. Je veux dire, peux-tu imaginer le présenter à quelqu'un d'important? Salut, je te présente Marcus. Il remplit des formalités administratives pour gagner sa vie. La foule était désormais silencieuse. Tous ces visages qui riaient il y a 5 minutes étaient figés.
Regardait Célia comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Certaines personnes s'éloignaient d'elle, comme si le fait d'être associé à cette conversation pouvait les contaminer d'une manière ou d'une autre. Le pire, continua la voix de Célia depuis les haut-parleurs, c'est qu'il est réellement reconnaissant. Il me remercie de l'avoir laissé m'emmener dîner. Il me remercie pour l'avoir laissé m'acheter des choses. C'est honnêtement dégoûtant à quel point il est désespéré. Eh bien, la voix de Lorraine a répondu, assurez-vous simplement de ne pas tomber enceinte de lui. Vous seriez coincé avec cette lignée pour toujours. Pouvez-vous imaginer? Les deux femmes ont ri pendant l'enregistrement, et le son a résonné sur la terrasse silencieuse comme un coup de feu. J'ai regardé directement Célia, qui était devenue complètement blanche. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait le pied du microphone. Tu te souviens de cette conversation? Je lui ai demandé, tu préparais notre dîner d'anniversaire à ce moment-là. J'ai passé 2 semaines à économiser pour t'emmener au steakhouse que tu voulais essayer. Tu m'as remercié après, tu m'as dit à quel point j'étais un mari merveilleux. Les commentaires à l'écran étaient brutaux. Célia est une poubelle. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel? Cette femme est une sociopathe. Marcus mérite tellement mieux. Mais je n'avais pas fini. J'ai chargé le 2e fichier audio. Celui-ci, dis-je, est issu d'une conversation entre Warren et ses copains de golf. 3 il y a des mois. Ils étaient dans notre salon en train de prendre un verre pendant que j'étais censé faire des courses pour eux. La voix de Warren résonnait dans les haut-parleurs, brouillée par un scotch coûteux. Le garçon est utile. Je vais lui donner ça. Ramasse le nettoyage à sec. Gère toutes les tâches ennuyeuses du mari. Ne se plaint jamais de rien. Bon sang, il paie même la moitié des dépenses du ménage avec son petit salaire. Rire masculin en arrière-plan. Mais bon Dieu, a poursuivi Warren. Le regarder essayer de s'intégrer à de vrais hommes, c'est comme regarder un chihuahua essayer de courir avec des loups. Célia sait qu'elle est en train de dormir. Nous savons tous qu'elle s'endort, mais bon, mieux vaut avoir un espace réservé que d'être seul, non? Une autre voix, je l'ai reconnu, Robert Kane, le conseiller en investissement, a répondu, combien de temps pensez-vous qu'elle le gardera là? Jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive, répondit Warren. Peut-être le mois prochain, peut-être l'année prochaine, cela dépend de qui elle rencontre. Mais retenez bien mes paroles. Dès qu'elle trouve un vrai homme avec de l'argent réel et de vraies perspectives, le petit Marcus reçoit ses papiers de marche. Endrage. He was looking around the room like a trapped animal, probably trying to figure out how to spin this, how to control the narrative. But there was no controlling this. Not anymore. Useful, he repeated, letting the word hang in the air. That is what he was to you people. Not a son-in-law, not a family member, not even a human being, really. Just something useful, a tool you could use in this car when you found something better. The third audio file was already loaded. This one was going to blesser. Et ce dernier, je dis, ma voix devenant plus dure. C'est cet appel téléphonique qui m'a convaincu qu'il était temps d'arrêter d'être utile. La voix de Célia remplit à nouveau l'espace. Mais cette fois, elle parlait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont la voix serait très familière à Warren Elren. Marco, bébé, tu me manques tellement. Le hoquet qui parcourut la foule était audible. Marco Restrepo, le fils du partenaire commercial de Warren. Le Golden Boy qui tournait autour de Célia comme un requin depuis 1 an. Je sais. Je sais, répondit la voix de Marco. Mais tu as dit que tu t'occupais de la situation de Marcus. Je le suis. Mon Dieu, j'ai hâte d'en finir avec cette mascarade. La fête d'anniversaire va être parfaite. Je vais tellement l'humilier devant tout le monde que le quitter ressemblera à de la pitié. Les gens vont vraiment se sentir désolés pour moi d'avoir dû supporter un tel perdant pendant si longtemps. Et puis nous pourrons enfin être ensemble. Dès que les papiers du divorce sont signés, j'ai déjà parlé à l'avocat de papa. Nous pouvons faire nettoyer Marcus et partir en moins d'1 mois. Il me remerciera probablement de l'avoir sorti de son malheur. Ils rirent tous les deux et le son ressemblait à celui de clous sur un tableau. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai regardé autour de moi, remarquant chaque visage choqué, chaque expression de dégoût et d'incrédulité. Ces gens étaient venus ici ce soir dans l'espoir de me voir me faire détruire. Au lieu de cela, ils assistaient à la destruction de tout ce qu'ils pensaient savoir sur la femme qu'ils célébraient.
Les enregistrements audio avaient fait leur travail. Je pouvais le voir sur leur visage, la prise de conscience lente qu'ils avaient été joués, que la personne dont ils s'étaient moqués était en fait celle qui détenait toutes les cartes. Mais je n'avais pas encore fini. Pas de loin. Vous voyez, le problème d'être sous-estimé, dis-je en me rapprochant de la foule, c'est que cela vous donne une incroyable liberté de travail. Alors que vous pensiez tous que j'étais juste un employé de bureau pathétique, je construisais en réalité quelque chose que vous n'aviez jamais vu venir. J'ai fait signe à l'écran derrière moi où mes informations d'identification professionnelle étaient toujours affichées. Laissez-moi vous dire ce que Marcus Grant a vraiment fait pour ces 5 dernières années, alors que vous pensiez tous qu'il remplissait des papiers et qu'il se sentait reconnaissant pour les restes. La section des commentaires explosait de messages de soutien. Mais j'ai aussi pu constater que le nombre de téléspectateurs était passé à plus de 1,8 million de personnes. Cela ne devenait pas seulement viral. Cela devenait un moment culturel. Tout d'abord, ai-je dit en désignant l'écran, parlons d'éducation. Vous avez entendu Warren plus tôt parler de son gendre, celui qui a abandonné ses études secondaires. Une histoire intéressante là-bas. Vous voyez, j'ai abandonné mes études secondaires quand j'avais 16 ans pour prendre soin de ma mère mourante. J'ai travaillé 3 emplois pour payer ses soins médicaux jusqu'à son décès, à l'âge de 18 ans. La foule était maintenant complètement silencieuse, suspendue à chaque mot. Mais voici ce que les compétences de détective de Warren ont manqué. J'ai obtenu mon GED, puis mon baccalauréat en psychologie au Brooklyn College, où j'ai obtenu mon diplôme en comédie summa. Puis mon master en Colombie, vous savez, dans cette petite école de l'Ivy League à Manhattan. Diplômé avec une moyenne cumulative de 3,9 tout en travaillant à temps plein pour payer ça. Je pouvais voir le visage de Celia dans ma vision périphérique. On aurait dit que quelqu'un venait de lui dire que les lois de la physique avaient été suspendues. Mais attendez, il y a plus. J'ai continué, ma voix ruisselant du sarcasme que j'avais retenu pendant 5 ans. Pendant que je jouais le rôle du mari reconnaissant, je terminais également ma certification d'athée. L'écran derrière moi a changé pour afficher mes véritables références, diplômes, certificats, licences professionnelles, tous portant le nom de Marcus Daniel Grant. Tout cela est légitime, tout est impressionnant à souhait. Et ce petit travail de bureau, celui où je suis censé vendre des papiers pour 35 000 $ par an. J'ai ri et le son s'est propagé à travers la terrasse silencieuse. C'est mon travail quotidien, ma couverture, ma façon de faire profil bas pendant que je construis quelque chose de réel. J'ai cliqué sur la diapositive suivante montrant des captures d'écran des analyses de ma chaîne YouTube. Les chiffres étaient stupéfiants. Des millions de vues, des centaines de milliers d'abonnés, des commentaires de personnes du monde entier me remerciant de les avoir aidés à échapper à des relations abusives. Real Talking n'est pas seulement une chaîne YouTube, ai-je expliqué. C'est un mouvement qui compte plus de 2 millions d'abonnés qui me regardent chaque semaine pour m'entendre parler de la reconnaissance de la violence psychologique, du développement de l'estime de soi et de la force de mettre fin à des relations toxiques. Ce qui est drôle, c'est que j'utilise mon propre mariage comme étude de cas depuis 3 ans. Vous avez tous été mes sujets de recherche. Quelqu'un dans la foule, je pense que c'était Margaret Chin, la conseillère municipale, a halté à haute voix. Tu veux dire tout ce temps? Pendant tout ce temps, j'ai documenté chaque commentaire cruel, chaque regard dédaigneux, chaque moment de manipulation psychologique. Pas seulement pour des raisons juridiques, même si cela en faisait partie, mais aussi pour le contenu. Avez-vous une idée de la valeur de la documentation en temps réel sur la violence psychologique pour les chercheurs et les thérapeutes? Les commentaires à l'écran étaient incroyables. Marcus vient de casser Internet. Cet homme est un génie. Celia s'est jouée si fort. Je regarde sa chaîne depuis des années. C'est incroyable. Mon livre, ai-je continué, Invisible Wound, Recognizing Emotional Abuse in Plain Sight, est apparu sur la liste des best-sellers du New York Times il y a 18 mois. Il a été traduit en 12 langues. La suite, Breaking the Silence, A Survivor's Guide to Reclaiming Your Voice, est sorti il y a 6 mois et a fait ses débuts au numéro 3. J'ai regardé directement Warren, dont le visage était passé du rouge à une couleur pâle et maladive. Cette avance à elle seule représentait plus que la totalité du salaire annuel de votre fille. Warren, mais s'il te plaît, dis-moi plus sur le fait que je n'ai pas d'importance. L'écran changea à nouveau, affichant la page d'accueil de la Silent No More Foundation, des photos de groupes de soutien, des témoignages de survivants, des statistiques sur les personnes que nous avions aidées.
L'organisation à but non lucratif que j'ai fondée compte des sections dans 37 États. Maintenant, j'ai dit, nous avons aidé plus de 10 000 personnes à quitter des relations abusives. Nous fournissons une aide juridique, des services de conseil, une aide au logement temporaire et une aide au placement. Le tout financé par des frais de parole allant de 25 $ à 50 000 $ par événement. Bonne chance. J'avais fait très attention à séparer ma personnalité publique de ma vie conjugale jusqu'à ce soir et ses allocutions. J'ai souri, appréciant vraiment ce rôle. Le mois dernier seulement, j'ai pris la parole à la Harvard Medical School, à la conférence annuelle de l'American Psychological Association et à un événement de formation d'entreprise pour Google. Would you? He asked. When exactly would you have found out, Celia? During all those deep, meaningful conversations we had about my open dream. Oh, ouais. We never had those because you never asked. You never cared enough to ask. He gestured around the room. None of you did. You all just assumed that Kie Marcus with his little office job was exactly what he appeared to be. It never occurred to any of you that maybe, just maybe, someone was stay calm under pressure and observe everything might actually be intelligent. Le nombre de téléspectateurs approchait désormais les 2 millions. Était plus grand que tout ce que j'avais jamais diffusé auparavant. Alors, permettez-moi de vous présenter quelques personnes qui savent réellement qui je suis, dis-je en désignant différents endroits de la pièce. Félix Martinez, mon directeur technique, est assis à la table 12. C'est lui qui a installé le matériel de diffusion de ce soir. Salut, Félix. Un jeune homme en uniforme de serveur leva la main et sourit. La foule se retourna pour le regarder comme s'il était un extraterrestre. Léa Thompson, ma directrice commerciale et la personne qui gère ma fondation au quotidien, est près du bar. Elle a servi des boissons toute la nuit et vous a écouté dire des insultes à son patron. Une femme en tenue de restauration s'avança et fit une petite révérence simulée. Plusieurs personnes près du bar se sont éloignées d'elle. Et Jordan Walsh. Ouais, Jennifer, c'est ton ex-mari qui est mon avocat. Il a documenté tout ce qui s'est passé ici ce soir en vue des inévitables procédures judiciaires. Un homme vêtu d'un costume parfaitement ajusté sortit de derrière l'un des piliers, tenant une tablette et un stylet. Jennifer Walsh, la blogueuse lifestyle, avait l'air sur le point de s'évanouir. Vous voyez, l'avantage de créer une plateforme qui aide les survivants d'abus, ai-je dit, c'est que vous apprenez l'importance d'avoir une très bonne équipe de soutien. Je me retournai vers Celia, qui était toujours figée devant le micro comme un cerf dans les phares. Alors dis-moi, chérie, dis-je, ma voix portant ce côté froid que je ne lui avais jamais laissé entendre auparavant. Qu'est-ce que ça fait de découvrir que tu as été marié à quelqu'un qui compte vraiment? Le visage de Celia avait traversé environ 15 émotions différentes au cours des 10 dernières minutes, mais maintenant elle s'installait dans un défi désespéré. Elle attrapa le micro à 2 mains comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, ses jointures blanches contre le métal noir. Tout cela est faux, a-t-elle crié, la voix brisée par l'hystérie. Il ment. Il invente tout ça parce qu'il ne supporte pas d'être exposé pour ce qu'il est vraiment. La foule n'y croyait plus. Je pouvais voir des gens échanger des regards, consulter mon site web sur leur téléphone, trouver probablement mes profils professionnels cachés à la vue de tous depuis des années. Le charme était rompu et il commençait à la voir comme je l'avais toujours vu. Félix, j'ai appelé calmement. Cela vous dérangerait-il de passer ce dernier enregistrement? Celui d'il y a 2 jours. Félix hocha la tête depuis sa position à la table 12. Et je l'entendis taper quelque chose sur son téléphone. L'écran derrière Celia s'éclaira avec une autre interface audio. Celui-ci affiche un horodatage datant de seulement 48 heures plus tôt. Il s'agit d'une conversation téléphonique entre ma femme et Marco Restrepo. J'ai annoncé à la salle. Enregistré il y a 2 nuits alors que je travaillais soi-disant tard au bureau. Les yeux de Celia s'écarquillèrent de panique. Non, ne le fais pas, Marcus. S'il vous plaît. Mais il était trop tard. Sa voix remplit à nouveau la terrasse, sensuelle et intime comme elle ne m'avait jamais parlé. Marco, bébé, j'ai hâte que ça se termine. La fête d'anniversaire va être parfaite. Je vais l'humilier tellement complètement que tout le monde comprendra pourquoi j'ai dû le quitter. La voix de Marco était douce et confiante. Êtes-vous sûr de ce plan? Cela semble plutôt cruel, même pour toi. Celia rit. Ce rire authentique que j'entendais rarement. Croyez-moi, ce sera hilarant.
il va probablement commencer à pleurer devant tout le monde. Et puis je pourrais jouer l'épouse qui souffre depuis longtemps et qui a finalement atteint son point de rupture. Les gens vont vraiment se sentir désolés pour moi d'avoir dû supporter si longtemps un mari aussi pathétique. Et après la fête, je demanderai le divorce lundi. Les avocats de papa ont déjà les papiers prêts. Cruauté mentale, différence irréconciliable, tout cela. Nous veillerons à ce qu'ils ne reçoivent pas un centime. Et puis toi et moi pourrons enfin arrêter de nous faufiler. Et s'il le combat avec quoi? Il n'a pas d'argent pour se payer un avocat décent, pas de relation, pas de pouvoir. Il signera tout ce qu'on lui présentera et disparaîtra dans le trou d'où il s'est glissé. Je lui donne 3 mois avant qu'il ne vive dans un studio du Queens, pleurant dans ses nouilles ramen. Tous deux éclatèrent de rire lors de l'enregistrement et le son résonna comme une gifle dans la terrasse désormais silencieuse. J'ai cliqué sur stop et j'ai regardé autour de la pièce. La transformation était complète. Ces gens qui se moquaient de moi il y a 20 minutes regardaient maintenant Celia comme si elle était quelque chose de toxique dans lequel ils étaient accidentellement entrés. Warren se tenait figé près du bar, son scotch oublié dans sa main. Lauren s'était en fait couvert le visage avec sa serviette. Même Marco lui-même, que je pouvais voir essayer de se cacher derrière un pilier près de l'arrière, avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Alors voilà, dis-je, m'adressant à la foule comme un procureur présentant ses conclusions finales. La vraie Celia Montgomery Grant, non pas la victime d'un mariage décevant, mais l'architecte de 5 années de torture psychologique. La femme qui a planifié toute cette soirée comme le grand final de sa campagne visant à détruire quelqu'un qu'elle pensait trop faible pour se défendre. J'ai sorti un autre article de la poche de ma veste. Une enveloppe de manille qui avait été livrée à mon bureau ce matin-là, ce qui m'amène à ceci, dis-je en brandissant l'enveloppe. Les papiers de divorce déposés ce matin. Signés, scellés et signifiés. Avec une ordonnance de ne pas faire. Et un procès pour souffrance émotionnelle intentionnelle. Les jambes de Celia ont en fait lâché. Elle a attrapé le pied du microphone pour ne pas tomber, sa bouche bougeait mais aucun son ne sortait. Oh, et Celia, dis-je, ma voix portait cette froide satisfaction que je retenais depuis des années, celle que les avocats de ton père trouvaient si intelligente. Cela, je me suis assuré de cela. Les fissures de sa façade parfaite s'étendaient comme une toile d'araignée sur le verre, et je ne faisais que commencer. Les conséquences furent immédiates et brutales. Quelques secondes après la fin de l'enregistrement final, j'ai vu le monde soigneusement construit de Celia commencer à s'effondrer comme un château de cartes dans un ouragan. James Carter, l'investisseur en capital risque qui avait financé la start-up marketing de Celia, fut le premier à bouger. Il se tenait près du devant, vérifiant constamment son téléphone tout au long de ma petite présentation. Maintenant, il marchait droit vers la sortie, le visage froid. « James, attends !» cria Celia désespérément, trouvant enfin sa voix. « Laissez-moi vous expliquer. » Il ne s'est même pas retourné. « Mon bureau vous contactera pour mettre fin à notre partenariat, » a-t-il déclaré sans s'arrêter. Effectif immédiatement. Cela représentait 300 000 $ de financement de démarrage et tout le monde dans la salle le savait. Les relations commerciales, le réseau professionnel qu'elle avait passé des années à construire, tout cela s'évaporait en temps réel. Maya Rodriguez, la cousine de Celia, venue de Chicago pour la fête, s'est frayé un chemin à travers la foule, les larmes coulant sur son visage. Elle s'est dirigée droit vers moi et m'a attrapé les mains. « Marcus, je suis vraiment désolée, dit-elle, la voix tremblante. Je ne savais pas si j'avais su ce qu'il te faisait. » Elle se tourna pour regarder Celia. « Comment as-tu pu être si cruel envers quelqu'un qui t'aimait ?» Maya n'était pas seule. J'ai vu personne après personne s'approcher de moi. Les gens qui avaient ri de ce diaporama il y a 15 minutes s'excusaient maintenant, offraient leur soutien, demandaient s'ils pouvaient faire quelque chose. La dynamique sociale dans la pièce s'était complètement inversée. Pendant ce temps, 2 journalistes avertis plus tôt dans la semaine se dirigeaient vers Warren et Lauren. Sarah Chin du New York Post et Marcus Williams du Daily News. Tous 2 spécialistes de la couverture des scandales de la haute société. Je les avais contactés hier, leur promettant une histoire qu'ils ne voudraient pas manquer. Monsieur Montgomery, appela Sarah, son enregistreur étant déjà en marche. Souhaitez-vous commenter les allégations de violence psychologique que nous venons d'entendre? Qu'est-ce que cela vous fait de découvrir que vos clients en banque d'investissement pourraient être intéressés par le traitement réservé par votre famille aux personnes vulnérables? Le visage de Warren passa du pâle au violet. Aucun commentaire.
C'est une affaire familiale privée. Est-il vrai que vous avez encouragé votre fille à commettre l'adultère dans le cadre d'un plan visant à escroquer son mari dans le cadre d'une procédure de divorce? Marcus Williams a pressé son photographe déjà en train de prendre des photos. Lorraine a tenté de s'enfuir, mais elle a été acculée par un autre groupe de personnes, d'anciens amis qui étaient soudain très intéressés à discuter de son travail caritatif. Il s'avère que lorsque vous êtes exposé comme quelqu'un qui aime la cruauté psychologique, les gens commencent à se demander de quoi d'autre vous pourriez être capable. Le nombre de téléspectateurs en direct avait atteint 2,8 millions. Mon téléphone bourdonnait sans arrêt de notifications, de demandes d'entretien, d'offres de parole, de messages d'autres survivants d'abus partageant leurs propres histoires. Cela ne devenait pas seulement viral. Cela devenait un mouvement. Marcus, je me suis retourné pour trouver le docteur Patricia Vance, la thérapeute qui avait ri avec tout le monde plus tôt. Elle avait l'air malade au ventre. Je dois m'excuser, dit-elle doucement. J'ai passé toute ma carrière à aider les gens à se remettre de ce genre d'abus. Et je me suis assis là et j'ai ri pendant que cela se passait juste devant moi. J'ai honte de moi. Tu devrais l'être, dis-je simplement. Mais au moins, tu le possèdes maintenant. Célia était toujours au micro, regardant désespérément autour d'elle alors que son monde s'effondrait. Elle a essayé de m'approcher à plusieurs reprises, mais Jordan, mon avocat, s'est mis entre nous à chaque fois. Madame Grant, dit-il formellement, je conseille à mon client de ne pas vous parler sans la présence d'un représentant légal. Voici votre copie de l'ordonnance d'éloignement. Elle regardait les papiers comme s'ils étaient rédigés dans une langue étrangère. Cela ne peut pas arriver, murmura-t-elle. Ce n'est pas réel. Mais c'était réel. 5 ans de planification, 5 ans de documentation, 5 ans de construction de la plateforme et des ressources dont j'aurais besoin pour riposter. Tout cela s'est avéré payant d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. À minuit, la vidéo avait atteint 4,3 millions de vues. Ma boîte de réception était inondée de messages de survivants, de sympathisants, de journalistes et même de quelques célébrités souhaitant amplifier l'histoire. Le hashtag #DSSilentNoMore était à la mode sur 3 plateformes de médias sociaux différentes. Célia a essayé de m'appeler 17 fois cette nuit-là. Je les ai tous laissés accéder à la messagerie vocale, puis j'ai demandé à Jordan de sauvegarder les enregistrements comme preuve de harcèlement. La blague était terminée et c'était moi qui riais. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je faisais partie d'un panel au Palmer House Hilton de Chicago, devant un public de 800 professionnels de la santé mentale, survivants et défenseurs. La banderole derrière moi disait « Briser le silence », une conférence nationale sur la guérison de la violence psychologique. Et mon nom figurait aux côtés de certains des chercheurs les plus respectés dans le domaine. C'est drôle à quel point votre point de vue peut changer en 12 mois. Il y a 1 an, j'étais Marcus Grant, le mari invisible qui remplissait des papiers et gardait la bouche fermée. Aujourd'hui, j'étais Marcus Grant, le conférencier principal qui a transformé son enfer personnel en une plateforme qui changeait des vies à travers le pays. Le sujet du panel d'aujourd'hui, ai-je dit dans le microphone, ma voix traversant facilement la salle de bal bondée guérie en silence. Quand la force tranquille devient une voix puissante, et je veux commencer par vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. J'ai regardé la mer de visages, de thérapeutes, de travailleurs sociaux, de survivants, de défenseurs, de gens qui avaient parcouru des centaines de kilomètres pour arriver ici. Il y a 1 an ce soir, j'étais devant 300 personnes qui pensaient que j'étais une blague. Des gens qui riaient pendant que ma femme m'humiliait publiquement, qui voyaient ma douleur comme un divertissement. Et tu sais quoi? À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. La pièce était complètement silencieuse, suspendue à chaque mot. J'ai réalisé qu'être sous-estimé n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Parce que pendant qu'ils se moquaient de moi, j'apprenais. Pendant qu'on me licenciait, je construisais. Alors qu'ils pensaient que j'étais brisé, je devenais plus fort qu'aucun d'entre eux ne pouvait l'imaginer. Des applaudissements épars éclatèrent. Mais j'ai levé la main. Je n'avais pas fini. Vous voyez, cette nuit-là, que la plupart d'entre vous ont probablement vue sur YouTube puisqu'elle a été vue plus de 47 millions de fois maintenant, ce n'était pas vraiment une question de vengeance. Il s'agissait de récupérer ma voix. Il s'agissait de montrer au monde que les gens calmes ne sont pas des gens faibles, qu'invisible ne signifie pas impuissant et que parfois la personne que tout le monde néglige est celle qui voit tout le plus clairement. J'ai fait un geste vers ma gauche, là où Léa Thompson était assise dans son rôle de directrice exécutive de la Silent No More Foundation.
Elle avait quitté son ancien emploi il y a 6 mois pour travailler avec moi à temps plein, et ensemble, nous avons construit quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Léa, parle-leur des chiffres. Elle se pencha vers son micro en souriant. Au cours de la dernière année, nous avons ouvert des chapitres dans les 50 États. Nous avons aidé plus de 50 000 personnes à mettre fin à des relations abusives. Notre hotline reçoit plus de 2000 appels par semaine. Et les livres de Marcus, l'original et la suite, ont été traduits en 23 langues et se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Les applaudissements ont été plus forts cette fois, mais je pouvais voir des gens dans le public s'essuyer les yeux. Pour eux, il ne s'agissait pas que de statistiques. Ce sont des vies transformées, des personnes sauvées, des voix enfin entendues. Mais voici ce dont je suis le plus fier, ai-je poursuivi en affichant une diapositive sur l'écran derrière moi. Elle montrait une photo de notre dernière réunion de groupe de soutien. Des dizaines de personnes, toutes survivantes de violences psychologiques, apprenant toutes à reconstruire leur vie et à récupérer leur pouvoir. Chaque semaine, nous recevons des messages de personnes qui regardent cette vidéo et se reconnaissent dans mon histoire. Des personnes qui ont réalisé qu'elles n'étaient pas folles, qu'elles ne réagissaient pas de manière excessive, qu'elles n'étaient pas seules et qu'elles ont trouvé le courage de dire le mot qui a changé ma vie, qui a commencé tout ce voyage. Je me suis arrêté, regardant tous ces visages, pensant au chemin que j'avais parcouru depuis cette nuit sur la terrasse où tout semblait désespéré. Commencer, dis-je simplement, c'est tout ce qu'il faut. Un mot, une décision, un moment où vous arrêtez de vous taire et commencez à être entendu. Derrière moi, l'écran géant affichait les mêmes mots que j'avais prononcés doucement dans mon téléphone ce soir-là. Mais maintenant, ils signifiaient quelque chose de différent. Je suis la voix, la plateforme, la preuve que peu importe à quel point ils essaient de vous faire sentir petit, peu importe à quel point ils pensent que vous êtes, vous avez du pouvoir, vous avez de la valeur et vous avez quelque chose qu'ils ne pourront jamais vous enlever. J'ai souri, ressentant la même clarté que j'avais ressentie il y a 1 an, mais cette fois, c'était chaud au lieu de froid, guérissant au lieu de dur. 5 minutes, mais surtout, je pouvais le voir dans leurs yeux. Cette étincelle de reconnaissance, ce moment de compréhension. Les silencieux retrouvaient leur voix et je n'étais plus seul.